Il me fait plaisir de retrouver les collègues du Café politique, que ce soit l'heure d'été, l'heure d'hiver. C'est toujours bon, le Café politique. François Gravel, on vous retrouve à Caraquet. Je rappelle que vous êtes éditorialiste pour l'Acadie Nouvelle. Et cette semaine, vous avez fait la semaine de relâche. Je vous ai vu dans les réseaux sociaux. Bonjour, François. Oui, tout à fait. C'est le congé scolaire de mars, mais vraiment pas le congé politique de mars, si je me fie au menu de notre café politique de ce matin. Oui, vous avez raison. On va avoir un mois de mars très rempli, en fait. Il fait que commencer. Jacques Poitras, notre collègue de CBC à Fredericton. Bonjour, Jacques. Bonjour. Je veux dire que je suis absolument contre ce changement en Colombie-Britannique. Je veux pas que le soleil lève à 9 h le matin, le décembre, au Nouveau-Brunswick. C'est ça l'affaire. Là, il y a comme... Moi au début, je disais, oui, pourquoi on fait ça? En tout cas, on fera un autre café là-dessus. Mais merci. Je pense que je suis dans votre camp, François. Je l'expliquerai plus tard. Mais là, on va passer au menu du café de cette semaine. Et on commence sous terre parce que, oui, le plan minier qu'a présenté la première ministre, et je vais rester avec vous à Fredericton, Jacques, nous fait une belle présentation des minéraux qu'il y a sous le sol, dans le sol du Nouveau-Brunswick. C'est pas d'hier que la première ministre Holt, Jacques, nous parle du potentiel minier de la province. Qu'avez-vous pensé de tout ce qui en a découlé? Oui, on parle souvent du potentiel au Nouveau-Brunswick. Oui. Et le document dévoilé lundi est parmi les plus beaux que j'ai jamais vus du gouvernement provincial, en couleur, avec des belles images, des minéraux en couleur. Beaucoup d'enthousiasme pour cette annonce. Il s'était fait à Toronto à une conférence du secteur minier pour maximiser l'attention de l'industrie. C'est évident que la province veut donner un nouveau espoir à ce secteur qui représentait autrefois 7 % de notre économie et représente maintenant 0,5 %. Les principes de cette stratégie semblent un peu évidents. Un processus clair et rapide, sans négliger l'environnement, sans oublier de consulter les Premières Nations, des retombées économiques pour nos communautés. La question se pose pourquoi ça n'existe pas déjà, mais voilà, la province adopte ça. Ils vont faire un amendement aux lois cet printemps pour mettre en effet ces changements-là. On peut voir que la mairesse de Bathurst, par exemple, est très enthousiaste pour ça, mais il faut souligner aussi que le secteur minier est très vulnérable à des changements rapides dans le marché. C'est pourquoi on a perdu des mines au Nouveau-Brunswick. Les investisseurs hésitent d'investir à cause de cette incertitude-là. Et le gouvernement parle un peu peut-être même de avoir du flexibilité sur les taux de redevance pour certaines mines, ce qui met en question les retombées économiques si on commence à prendre des mesures pour encourager des investisseurs. Alors, beaucoup de questions encore et beaucoup de potentiel, mais ça reste à voir qu'est-ce qui va arriver. Oui, c'est sûr, François. Puis les questions, on les pose. Les réponses, parfois, demeurent évasives quand même. Qu'avez-vous pensé de tout ça? Bien, c'est parce que ici, c'est moins la stratégie qui est importante, je pense, que le message. Les libéraux se font souvent accuser, à tort ou à raison, de s'opposer au développement de nos ressources naturelles. On connaît la relation difficile qu'il y avait entre le gouvernement de Justin Trudeau et la province pétrolière de l'Alberta. Ici, au Nouveau-Brunswick, le gouvernement Galland avait imposé, souvenez-vous, un moratoire sur l'exploration du gaz de schiste, un moratoire qui est encore en vigueur sur la plupart du territoire néo-brunswickois. Alors ici, le gouvernement Holt essaie plutôt d'envoyer le message aux entreprises minières que le Nouveau-Brunswick est un territoire accueillant pour leur industrie, un lieu où le gouvernement met tout en œuvre pour retirer les obstacles réglementaires, réduire les délais pour sortir de terre les minerais le plus rapidement possible. J'aime bien la décision de créer un poste de gestionnaire de cas qui va être là pour tenir la main des promoteurs miniers, pour leur dire vers quel ministère se tourner, pour faire des suivis, pour s'assurer que les échéanciers sont respectés, qu'un dossier ne traîne pas pendant des années dans les méandres bureaucratiques. Cela dit, il faut quand même préciser, et Jacques le fait, que le principal obstacle à la création, à la rentabilité d'une mine, ce n'est pas la bureaucratie, ce ne sont pas les études d'impact environnemental ou rien du genre, c'est le prix des minerais. Et ça fait plus de 10 ans, par exemple, que le projet de mine Sisson a été approuvé et pourtant personne ne creuse. Oui, il y a des conditions à respecter qui n'ont pas encore été, mais je peux vous garantir que si le prix des minerais avait doublé ou triplé pendant cette période, s'il y avait beaucoup d'argent à faire, la mine serait déjà en activité. Et ça, le gouvernement n'a aucun contrôle là-dessus.
On va passer au prochain sujet. Je ne sais pas si la première ministre est allée chercher des investisseurs pour des mines en Inde, mais elle a fait partie de cette délégation commerciale canadienne. Il y a quand même des dividendes, François, concrètes là, d'entreprises qui veulent s'établir au Nouveau-Brunswick, un centre de données, entre autres. En général, ces missions commerciales-là, et on en voit plusieurs de M. Carney, ne donnent pas toujours les mêmes résultats, en fait. Dans une mission économique comme celle-là, l'important pour un premier ministre ou une première ministre, c'est de ne pas revenir les mains vides. Si c'est le cas, on prête le flanc là, aux critiques là, qui vont dire que le voyage ne servait à rien, que c'est une dépense inutile, que les politiciens font du tourisme là, au lieu de régler les problèmes domestiques. Alors, la première ministre Holt n'est pas revenue les mains vides. Là. Elle a annoncé la conclusion de 2 ententes qui vont mener à des investissements et des emplois à Moncton et à Fredericton. Ce ne sont pas des méga ententes. Là. L'économie ne va pas être transformée. Les milliards de l'Inde ne vont pas couler sur le Nouveau-Brunswick. Mais quand même, c'est du concret. Ça suffit pour dire alors que le voyage en Inde a été un succès. Ensuite, il y a l'intangible. On en a parlé la semaine dernière. Susan Holt a voyagé avec le premier ministre du Canada, Mark Carney, avec sa garde rapprochée. On peut supposer qu'ils ont eu de bonnes discussions et certainement pas juste à propos de la pluie et du beau temps. Mme Holt a rencontré des représentants d'importantes entreprises en Inde dans des domaines importants pour le Nouveau-Brunswick, comme le nucléaire, la potasse et j'en passe. Là. Est-ce que ça va mener à d'autres annonces? On ne peut pas le prédire. Il risque de façon générale, le Nouveau-Brunswick n'est pas sur l'écran radar à New Delhi ou à Bombay. Là, il l'a été un petit peu. Le marché indien est gigantesque, il est en croissance. Le Nouveau-Brunswick cherche à être moins dépendant des États-Unis, donc c'est pas une mauvaise idée d'essayer de développer de nouveaux marchés, même si la géographie fait que les États-Unis resteront toujours là, un partenaire économique incontournable de façon réaliste. Là. J'ai pensé, comme vous, quand on voyait les images de la première ministre discutant avec le premier ministre Carney dans l'avion. Ce sont des moments privilégié quand même pour une première ministre, un premier ministre d'une province avec le premier ministre canadien. Jacques, sur les dividendes de ce voyage en Inde. J'ai parlé avec Mme Holt lundi après de son retour à propos de la stratégie minière, puis je dois dire qu'elle n'avait pas exactement la même énergie que toujours après son vol de 15 heures à Toronto de retourner de l'Inde. Mais je pense que je partage l'analyse de François que ça vaut la peine d'aller chercher des investisseurs. Il y a des questions quand même. Le communiqué de Mark Carney avec sa liste d'ententes et projets, cette mention d'une centre de données qui serait établie au Nouveau-Brunswick à valeur de 30 millions, j'ai posé la question à la province pour plus de détails parce que il y a beaucoup de questions à propos des centres de données, la consommation d'électricité. Puis, Opportunité Nouveau-Brunswick m'a dit, aucune décision est prise encore sur ce projet. Alors, je veux des clarifications sur ce que le bureau de M. Carney a annoncé dans cette communiqué. Mais de l'autre côté, un collègue a contacté une autre compagnie indienne qui était mentionnée. Puis, la représentante a dit oui, nous serons au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine, nous pourrons faire une entrevue. Alors, ça reste à voir comment les détails. C'est un peu comme le stratégie minier, il y a beaucoup de potentiel, mais on veut des détails. Oui, absolument. Puis on va les suivre. On passe au prochain sujet. Et puis là, on parle de politique canadienne, mais aussi de géopolitique mondiale. Il est survenu quelque chose la fin de semaine dernière qui va nous propulser, j'ai l'impression, pour encore un moment là, dans un conflit qui pourrait être long au Moyen-Orient. Le premier ministre Carney, je vais rester avec vous, Jacques, à Fredericton. On ne l'a pas vu souvent revenir sur des propos. Il ne s'est pas rectifié, mais après être allé presque instantanément en appui inconditionnel à l'offensive américano-israélienne, quelques jours plus tard, avec les journalistes qu'il a rencontrés, il a parlé de réserve. Il appuyait toujours, mais avec réserve. Puis après, il y a tout ce qui suppose une possible intervention sur place de nos militaires là, qui émerge dans l'actualité cette semaine. Oui, absolument. En faveur de les objectifs, il n'y a personne qui aime voir cet gouvernement au pouvoir en Iran. Il n'y a personne qui veut qu'ils obtiennent des armes nucléaires. C'est possible d'être en faveur du changement, mais pas en faveur de la méthode de Donald Trump. Alors, le premier ministre appuyait l'intervention, mais avec réserve, a reconnu que ça va contre la loi internationale.
Mais je ne dirais pas que c'est deux différentes positions. Je pense Non, qu'on non. peut avoir Préciser. des nuances dans notre position. C'est pas tout noir et blanc. Le premier ministre a aussi répondu à des questions en Australie à un forum où il parlait de les relations avec Donald Trump et comment difficile que c'est. Que d'un côté, le président est plus sérieux en privé qu'en public, mais il a reconnu qu'il faut toujours faire attention de ce qu'on dit parce qu'on sait qu'il est impulsif et qu'il peut réagir fort. Alors, je pense que personne voudrait être dans la place de Mark Carney, sauf peut-être Pierre Poilievre, avoir besoin de naviguer ces nuances tellement difficiles parce que c'est pas clair si quelqu'un d'autre pourrait faire mieux qu'il fait maintenant. Oui, c'est intéressant, certain. Ça l'a forcé, François Gravel, le premier ministre Carney, quand même, à parler de ce que le Canada peut avoir à faire dans ce conflit-là. Il est dans une situation, une position délicate, là, Mark Carney. Je me souviens que dès le début du mandat de Donald Trump, j'avais fait la remarque, je ne sais plus si c'était au Café politique ou en éditorial, là, que M. Trump est maintenant à la tête de la plus puissante armée de l'histoire et qu'il va vouloir utiliser son joujou. Là. Surtout qu'il n'a aucun contre-pouvoir maintenant. M. Trump, il est entouré d'alliés qui pensent comme lui ou qui ont peur de lui. Alors, on l'a vu au Venezuela, on l'a presque vu au Groenland, on le voit en Iran, peut-être bientôt à Cuba. Le plan semble être de décapiter le régime iranien et d'espérer que les opposants mènent ensuite une révolution et nomment un nouveau leader qui va être choisi avec l'approbation de Donald Trump. Il veut son mot à dire. Ce qui est loin d'être fait. Là. Alors, Mark Carney ne partage pas ses secrets au Café politique. Là. Il ne nous fait pas de confidence à Jacques et moi, mais on se doute bien qu'il est très préoccupé là, par cette stratégie de guerre que mènent les États-Unis contre l'Iran, le risque d'embrasement au Moyen-Orient. On note ici une volonté du premier ministre de ne pas frustrer Donald Trump, même de montrer d'une certaine manière qu'il l'appuie. C'est probablement une sage décision à l'aube des négociations pour le renouvellement de l'accord de libre-échange de ne pas avoir une position comme celle de l'Espagne qui, elle, dit non, on s'y oppose et on va même poser des problèmes aux Américains qui veulent utiliser nos bases militaires. Avec pour résultat que le Canada n'exclut pas de participer au conflit, quoique pas de façon directe. Là, on ne doit pas attaquer l'Iran, mais on est prêt à envoyer des soldats au Moyen-Orient pour protéger les alliés. Quand même beaucoup de prudence qui est importante ici parce que, bon, une intervention canadienne, militaire, en appui à Donald Trump serait extrêmement populaire là, au Canada. Là, et ça n'améliorerait honnêtement en rien nos relations avec la Maison-Blanche. Ceux qui croient que Donald Trump montrerait une forme quelconque de reconnaissance à l'endroit du Canada rêvent en couleur, là, à mon avis. Oui, le premier ministre, d'ailleurs, qui est rendu au Japon, je pense. Je ne sais pas s'il y a une grande map monde où il place des petites punaises partout où il va, mais elle doit être remplie, la map monde de M. Carney. Merci. Là-dessus, on passe au café. Alors, vos cafés pour cette semaine, Jacques, on me dit que vous en avez un pour cette semaine. Ben, j'ai trouvé une autre ce matin. OK, d'accord. Il y en a deux. Juste un café au volant pour tous les conducteurs qui vont remarquer ce matin que le prix d'essence maximum a sauté par 8 sous. Alors, ce n'est pas une taxe sur la carbone, peut-être c'est une taxe sur la guerre, mais voilà. Mais j'ai aussi des cafés pour les conseils municipaux de Belledune et Saint-Jean qui ont appris cette semaine que la valeur de leurs centrales d'énergie Nouveau-Brunswick ont été coupées par des millions puis des millions de dollars, ce qui va impacter leurs impôts fonciers parce que ces deux centrales-là vont payer 500 000 $ de moins à leur municipalité, ce qui va obliger peut-être des coupures budgétaires pour ces deux municipalités-là. C'est une bonne nouvelle pour l'Énergie Nouveau-Brunswick qui va économiser un peu d'argent, mais pour Belledune en particulier, un petit village où le central représente la moitié du valeur de les revenus fonciers, ça peut causer des impacts très difficiles. Oui, 500 000 pour Belledune versus Saint-Jean, c'est vrai que ça n'a pas la même... Ça n'a pas la même conséquence. Merci. Jacques-François, vos cafés cette semaine? Oui, la hausse du prix de l'essence, effectivement. Un autre rappel à quel point les décisions prises à Washington, que ce soit sur les droits de douane ou la guerre en Iran,
ont un impact jusque dans nos communautés ici. Hein. C'est assez incroyable. Oui, mon café à la première ministre, Susan Holt, et au maire de la péninsule acadienne, qu'on a surpris dans les derniers jours, dernières semaines, à rêver à la construction d'une base militaire à Belle-Dune. Peut-être la solution pour les problèmes d'impôts fonciers de Belle-Dune. C'était à la suite d'une publication d'un article dans le journal Le Devoir. Il y a un vice-amiral qui a expliqué que la marine compte peu de francophones et qu'une solution pourrait être de fonder une base militaire dans l'Est francophone du pays. C'est une idée lancée en l'air. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de budget, rien du genre. Mais ça n'a pas empêché la première ministre Holt de réagir, de préciser que Belle-Dune serait l'endroit parfait pour un tel projet. Et ensuite, les maires de la péninsule acadienne d'adopter une motion pour appuyer l'idée d'une base à Belle-Dune. Et soudainement, on a l'impression qu'il y a un projet qui pourrait se réaliser. On n'est pas là. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Et ils ne sont pas les seuls à vivre d'espoir à la suite de la publication du texte du Devoir. En fouillant un peu sur le web, j'ai vu des élus de Baie-Comeau, de Rimouski, de Gaspé dire eux aussi qu'ils seraient l'endroit idéal pour une base militaire de l'armée. Alors, je souhaite à tout le monde la meilleure des chances, même si, dans les faits, je crois qu'aucune base militaire ne sera construite de sitôt, ni à Belle-Dune, ni au Québec. Merci beaucoup à tous les deux pour cet autre café politique. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le dernier café avant le budget, les amis. Jacques Poitras, notre collègue de CBC à Fredericton, et on continue de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. François Gravel, merci beaucoup. Et merci, à la prochaine. Bonne semaine.